C'est à nouveau votre hebdo de la semaine, l'heure des questions. J'ai toujours le même plaisir à vous retrouver devant vos petits écrans, téléphone, grand écran comme vous voulez. Aujourd'hui, on diffuse un peu partout. Les plaisirs restent le même, quoique les invités défilent et varient. Aujourd'hui, on va laisser un peu de côté l'actualité politique qui abonde également, marche de l'opposition et compagnie. On va en venir à des questions un peu plus fondamentales. Je ne dis pas que l'actualité politique ne l'est pas. Mais on va parler économie aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Est-il possible de relever ces pays grâce à l'entrepreneuriat? Si oui, comment le faire? Comment faire en sorte que les jeunes qui entreprennent soient soutenus par l'État? Et on va chuter par une autre question beaucoup plus fondamentale, c'est comment les jeunes voient-ils aujourd'hui les fonctionnements des institutions? Y a-t-il cassure entre l'État et la jeunesse? Ou encore, quel est le regard de la jeunesse dans l'État? Et pour ça, je reçois un jeune, il vient de loin, de quelques milliers de kilomètres. Il est venu vous rencontrer, nous dire ce qu'il pense autour de ces questions-là. Lui, c'est M. Kazungu Yannick. Il nous vient de Paris, précisément, en France. Il est entrepreneur, il est diplômé de l'école de commerce. Il est de la société civile. Je m'arrête là, son CV est très long, Il nous en dira peut-être plus lui-même et j'ai le plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir, monsieur Yannick. Bonsoir, monsieur Eli. Très heureux. Déjà, dans un premier temps, très heureux de retourner dans mon pays. Après combien d'années? Après au moins 16 ans. 16 ans. 16 ans d'absence. 16 ans d'absence. Donc, comment vous avez trouvé Kinshasa, que vous avez laissé depuis quel âge déjà? Je pense être parti, j'avais une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Voilà. Je me rappelle très bien de Kinshasa. Évidemment, à 12 ans, on avait déjà la conscience bien faite. Mais comment vous retrouvez la ville? Est-ce qu'il y a eu amélioration? Il y a eu régression? Écoutez, au rythme du pays, au rythme des fonctionnements de nos institutions, le pays a des points forts et des points faibles. J'ai retrouvé la chaleur du pays, effectivement, la chaleur de ses habitants. Toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Et j'ai juste envie de dire quelque chose, on est toujours mieux chez soi. Et donc, dans l'ensemble, il y a du travail, mais néanmoins, il y a des choses qui ont été faites, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, j'ai vu les artères de l'aéroport de Ndjili jusqu'à où je partais. J'ai trouvé quand même que les routes, elles sont plus vastes, plus grandes, même si je trouve que la densité de la population, d'un point de vue, a augmenté. Et au niveau de la mobilité, des transports, j'avais pas laissé ce que vous appelez communément les Wewa, qui existent aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui. Ils sont là. Ils nous aident beaucoup. Il faut faire avec. Effectivement, ils nous aident beaucoup. Non, c'est important. Je pense que c'est important. Le pays évolue à son rythme. Et il faut trouver le mécanisme pour que ça fonctionne bien. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très heureux et le pays va bien. Je suis très heureux, moi aussi, de vous recevoir. Grâce d'ailleurs à Magoza, qu'on salue, que l'on salue de loin. J'ai toujours le plaisir de recevoir de Congolais de l'extérieur, ce qu'on dit chez nous un peu de la diaspora. Parce que votre vision est légèrement différente de celle de nous qui sommes dans le pays. Et c'est très important de concilier ces deux visions. Depuis l'Europe, où vous avez étudié, où vous avez une carrière professionnelle aujourd'hui, j'imagine que vous avez une vie socialement aisée, ça veut dire que vous mangez, vous dormez, vous travaillez. Pourquoi aujourd'hui, je le remarque, pourquoi est-ce que la diaspora revient de plus en plus au Congo? Est-ce que parce qu'on a un nouveau régime qui est plutôt tenu par un ancien diaspora, ou est-ce alors parce qu'aujourd'hui l'Europe serait en déclin et que vous qui vivez là-bas, vous êtes en train de le voir et vous faites vite de quitter le bateau, de revenir en termes d'opportunités? Ou les raisons sont autres? Ok, très bien. Écoutez, votre question résume en une seule question beaucoup d'effets et c'est très bien de me la poser de cette manière. Dans un premier temps, avant de commencer, je tiens déjà à remercier, on fait pas de la politique, mais faut savoir reconnaître quand les choses sont faites. Je tiens déjà à remercier en fait le patronat du chef de l'État, qui justement avait fait un appel. Quand on parle du chef de l'État, on parle bien de Monsieur Antoine Tshisekedi. Donc, lorsqu'il a été au pouvoir,
il a fait ce qu'on a appelé un appel massif aux jeunes de revenir au pays pour travailler et apporter leur expertise. Ok, donc la question a un point puisque vous dites que on remarque de plus en plus des jeunes qui reviennent. C'est à cause de cet appel, c'est grâce à cet appel qu'on est là. Il a demandé aux jeunes de s'enrôler, il a demandé aux jeunes d'être candidats, il a demandé aux jeunes de travailler dans les institutions. Donc nous, on est là pour représenter ça. Et cet exode rural a toujours existé de l'Europe à l'Afrique, de l'Afrique à l'Europe. Elle ne date pas d'aujourd'hui, hein, elle date de il y a très longtemps. Évidemment. Il y a toujours eu ce mouvement... soit c'est nous qui allons en Europe, soit c'est l'Europe qui vient. Généralement, c'est nous qui allons en Europe. Généralement, c'est nous. Et rarement. Et rarement. Mais aujourd'hui, on est face à une nouvelle génération. C'est comme ça que je voulais comprendre. Est-ce que c'est parce que vous avez peur demain d'une France, pardon, excusez-moi, qui sera invivable, notamment pour vous qui venez de l'extérieur, parce que c'est quand même la France de la droite aujourd'hui. La France de la droite et la gauche. Vous avez peur de ça ou soit vous voyez vraiment en République démocratique du Congo une opportunité il faut être sincère, il faut se dire la vérité. L'Europe s'épuise. Ok, on va pas dire qu'on est des opportunistes, mais on va dire ce qui est un fait, c'est que l'Europe s'épuise. En Afrique, tout est à refaire, tout est à construire. En fait, on est sur une terre vaste, on est sur une terre fertile, on est sur une terre où on peut apporter. En Europe, on n'apporte plus, tout a déjà été fait. Ok. Aujourd'hui, en Europe, lorsqu'on y grandit, le pays est développé. On trouve tout. Mais aujourd'hui, quand je reviens dans mon pays, je trouve qu'il y a des choses qui doivent encore être faites. Et c'est pour cette raison que, avec l'expertise qu'on a eue, on vient justement pour apporter ce savoir, mais en même temps, enfant du pays qu'on est, par l'amour de notre pays, par l'amour de la patrie, on se dit, on laisse notre confort parce qu'on veut, au prix de tout ce qu'on a à payer, apporter cette nouvelle touche. Est-ce qu'il fallut que vous alliez en Europe pour comprendre que l'Afrique a toujours été une opportunité pour l'avenir du monde? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, aujourd'hui, que vous le dites, que l'Europe s'épuise et que l'opportunité, le monde de demain, c'est à construire en Afrique. Comment est-ce que vous, de la diaspora, vous organisez pour apporter ces messages-là à beaucoup de jeunes qui sont ici, qui, eux, veulent encore aller en Europe? Très, très bonne question. J'aime bien vos questions. Non, je veux vraiment être sincère avec vous. J'aime bien vos questions. Merci beaucoup. Elles sont pertinentes, vraiment. D'abord, dans un premier temps, pour la première question, en ce qui concerne le fait qu'il a fallu qu'on soit en Europe pour remarquer que l'Afrique était vaste, c'était un vaste continent avec beaucoup de potentiel. Non, je ne pense pas. Parce qu'en réalité, l'Europe a été une issue de secours. Moi, je suis pas allé en Europe de mes propres moyens. C'est-à-dire que mes parents, ils sont allés parce que, comme tout Africain, avec cet espoir d'Eldorado. Donc, je ne peux pas me targuer aujourd'hui de me vanter d'être en Europe puisque c'est mes parents qui se sont battus en fait. Quand eux, ils sont arrivés en Europe, ils devaient travailler, ils n'avaient pas le temps peut-être d'aller en formation et autres, ils devaient se battre pour que nous, on puisse exister. Donc, on en revient à la seconde génération qui, elle, a eu l'opportunité, étant enfant, d'aller à l'école, de s'instruire, d'avoir des diplômes, de comprendre le fonctionnement, de comprendre les choses qu'il y a à apporter. Et ce qui fait que nous, on n'a pas eu, on va dire, ce travail de dur labeur, de travailler. Nous, on est arrivé, tout a été fait. De chercher les papiers, voilà. Nous, on est nés, on a trouvé, enfin, on a grandi, on a trouvé les papiers. Pour certains, ils sont nés français, pour certains, ils sont nés belges. Et donc, rien que ce confort a permis d'avoir une génération un peu plus regardant sur le pays d'où on vient, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir les choses différemment. C'est vrai que moi, j'ai ce discours-là et je donne toujours l'exemple pour bifurquer dans ce que je dis. Je donne toujours l'exemple de l'équipe nationale de football du Congo. Aujourd'hui, quand on regarde nos expatriés
reviennent qui reviennent à la sélection, ou même ceux qui sont dans les sélections étrangères, ce qu'ils apportent à ces sélections-là. On a la France qui est championne du monde, il y a un Congolais. On a la Belgique qui est la deuxième équipe, il y a un Congolais. On a l'Angleterre, il y a un Congolais. Donc, si tous ces Congolais-là pouvaient regrouper leurs forces et être travailler pour leur pays, on y verrait un peu plus de résultats. Tout justement la deuxième question. Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce qu'il y a une organisation de la jeunesse, de cette deuxième génération des Congolais qui vivent à l'étranger pour justement venir implanter ces opportunités et réaliser finalement l'émergence du Congo, particulièrement de l'Afrique en général? Le but même de ma venue, c'est ça en fait. Le but de la venue de M. Kazongo Yannick, c'est ça. Tout simplement pourquoi aujourd'hui, moi, je représente la diaspora. Je représente la jeunesse de la diaspora. Aujourd'hui, je me positionne comme ambassadeur de la jeunesse de la diaspora africaine. Je ne dirais même pas congolaise. Parce que lorsque vous vivez à l'extérieur du pays, on vit dans ce qu'on appelle l'entraide, en fait. Et l'entraide, ça nous permet de vivre en communauté, de développer des idées. Ce qui a permis que je sois avec vous ici, c'est parce que nous avons eu notre très cher frère collaborateur Magoza, qui nous a mis en contact. C'est ce que nous, on va appeler l'entraide, en fait. Ce portefeuille, l'échange, et là-bas, on s'organise en communauté, on s'organise avec les forces et nos faiblesses pour pouvoir monter une sorte de groupe pour revenir au pays et y apporter et voir des opportunités, pourquoi pas. Et nous aussi, ceux qu'on a vus, apporter notre expertise, en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous venez ambassadeur de la jeunesse de la diaspora. Oui. Et votre axe à vous, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Vous dites que le Congo se développera plus rapidement par l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il faut pousser le jeune à rentrer dans le marché. Il faut pousser à la propriété privée parce que c'est la seule voie visiblement. C'est la seule voie visiblement. Voilà, de la création de la richesse et de la création de la valeur. Exactement. Depuis l'Europe, j'espère que vous avez eu le temps d'étudier le Congo. Oui. Comment voyez-vous les secteurs de l'entrepreneuriat aujourd'hui en RDC? On a des jeunes que je n'oserais pas citer parce qu'il y en a quand même beaucoup que je connais personnellement. Mais comment vous les regardez? Comment vous les voyez? Est-ce qu'ils se débrouillent bien? Est-ce que le secteur se porte bien pour un secteur naissant? Ou il y a encore beaucoup de choses à faire ou carrément tout est à refaire? D'accord. Écoutez, moi, aujourd'hui, je ne viens pas en juge. Je viens comme un Congolais enfant du pays pour constater. OK? C'est-à-dire que si je fais un comparatif de ce qui se passe en Europe, on va dire, le comparatif va nous ramener à une sorte de complexe, à une sorte de là-bas c'est mieux, ici c'est pas mieux. Non. Le but, c'est d'apporter. En Europe, l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, je suis venu au Congo pour un forum, pour une conférence à l'hôtel Pullman d'ailleurs, qui s'est très bien passé sur l'entrepreneuriat avec le groupe Adafox et quelques soutiens du gouvernement pour nous aider à parler de ce qu'on est en train de dire là. Ça, c'était bref, c'était juste entre parenthèses. Mais en quelques mots, l'entrepreneuriat aujourd'hui au Congo, dans sa valeur intrinsèque, se passe très bien. C'est-à-dire, quand je dis la valeur intrinsèque, je parle du potentiel des jeunes. Les jeunes en RDC, à Kinshasa, ont un potentiel énorme. Que ça soit dans l'apprentissage, que ça soit dans la construction, que ça soit dans les choses qu'il faut apporter, qu'il faut mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se débrouille au Congo. Tout le monde on va dire, se débrouille, sait se débrouiller. Maintenant, là où nous, on apporte notre savoir, c'est quoi? On veut que les jeunes puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour structurer ce qu'ils savent déjà faire. Vous comprenez pourquoi je ne parle pas de comparatif? C'est-à-dire, on vient juste pour l'éveil de conscience. Que les gens soient conscients de leur potentiel et qu'ils sachent à quelle porte frapper. Il y a un ministère qui existe, le ministère de l'entrepreneuriat, qui est tenu par son Excellence Monsieur Eustache. Donc, nous, on vient faire appel à eux, de nous soutenir dans nos actions pour que, au moment où on va apporter ce savoir, on va apporter cette conscience
Parce qu'on ne parle même pas encore de la partie technique, mais d'abord de l'éveil. Lorsqu'on va apporter cet éveil, que eux puissent savoir que, voilà, on peut se référer à certains jeunes pour apporter l'éveil à d'autres jeunes. Et les jeunes doivent savoir à travers nous que l'entrepreneuriat est possible et peut être subventionné par l'État. Donc, nous, on vient justement pour ouvrir les portes, déclencher les mécanismes, afin que l'État, même si l'État le fait déjà, puisse avoir un regard protecteur, un regard de soutien, un regard de bailleur de fonds. Vous pensez aujourd'hui que l'État ne connaît pas assez d'entrepreneurs congolais? Parce que vous vous positionnez là comme une force relais entre la jeunesse et les ponts, justement, entre la jeunesse et le gouvernement. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'État ne connaît pas suffisamment les jeunes qui entreprennent? L'État est conscient. Ok. Aujourd'hui, on a des dirigeants. D'accord. Mais le Congo est vaste. Kinshasa est vaste. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est pour ça que l'État a besoin des gens de terrain. Et des gens de terrain, aujourd'hui, nous, on en fait partie. Parce que nous, on vit avec le petit peuple. Vous connaissez les entrepreneurs? Les entrepreneurs congolais? Il y en a, ça existe. Est-ce que vous avez eu le temps, par exemple, je ne sais pas si vous avez une organisation, est-ce que vous avez une base de données écoutez, reprenant les entrepreneurs, leurs activités? Parce qu'aujourd'hui, il se passe un phénomène, par exemple à Kinshasa, c'est qu'il y a une classe un peu bourgeoise de ce qu'on appelle les entrepreneurs, qui sont des jeunes gens sur les réseaux sociaux. On voit partout, tout le monde est devenu CEO de ceci, CEO de cela. Mais on oublie une autre classe, c'est les mamans, par exemple, qui vendent au marché, qui sont dans le commerce de produits agricoles, qui, eux, ont toujours entretenu et entretiennent des gros ménages, enfin, des ménages qui produisent des hommes comme moi et vous. Est-ce que ces mamans-là, aujourd'hui, est-ce que vous allez vers eux? Est-ce que ces entrepreneurs-là qui ont toujours existé dans ces pays, est-ce que vous avez une pensée pour eux? Si vous en avez, mais laquelle alors? Ok, d'accord. C'est bien. Vous voyez, on est en costume cravate, un très beau costume. Merci. Bien habillé. Merci. J'ai un beau costume rouge. Merci. Et donc, lorsqu'on utilise le mot entrepreneur, ça sonne fort, ça sonne... Belle photo. Voilà, on sent... Il y a ce côté un peu bourgeoisie. OK? Mais j'ai envie juste de dire tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est le fait juste de penser, avoir une idée pour s'insérer dans la société professionnelle. C'est le développement. C'est l'éducation, c'est l'apport que toute personne peut avoir, du plus petit au plus grand. Il n'y a pas de complexe. Une maman qui vend ses arachides, par exemple, ok? Je donne l'exemple de ma propre grand-mère, qui, elle, a toujours eu des petits commerces. Ça ne l'a pas empêché de sortir des diplômés, des parents qui ont été diplômés, des parents qui ont fait des universités. Elle a toujours eu son petit commerce devant la maison. Cette dame, elle est entrepreneur. Ok, d'ailleurs que je salue ma grand-mère, que je salue où elle se trouve, je lui dis bonjour pour ne pas citer son nom. Et elle a toujours eu cette... tu m'as demandé un exemple. Pour moi, je ne vais pas aller loin. Je vais juste dans l'exemple qui est dans ma propre famille, ma grand-mère. Elle a ses arachides, elle a son macayabou, elle le vend devant chez elle. Cette dame entreprend. Elle a un fonds de commerce. Et ce fonds de commerce lui permet, d'un côté, de payer les études de ses enfants, de subventionner, quand tu es malade, des petites choses, en fait. Effectivement. Cette dame a élevé des enfants qui, eux, à leur tour, ont eu des enfants comme moi, qui aujourd'hui, on revient à la télé, cravate, costume, on parle de l'entrepreneuriat. Mais avant ça, la chaîne a commencé là. Et c'est là qu'il faut aller. Mais pourquoi mais non, écoute, je finis. Allez-y, allez-y. Pour arriver à cette dame, si cette dame, moi aujourd'hui en tant qu'homme de terrain, je sais ce qu'elle fait. Je peux mettre en place des microcrédits, je peux déclencher des microcrédits, je peux aller voir les banques pour elle. Je peux aller demander qu'on puisse la soutenir financièrement par des subventions. Si cette dame arrive à avoir un gros fonds de roulement, une place pour installer ses arachides, un endroit où on peut référer, où ça peut être marqué un marketing, une image, une marque, storage, tout, merchandising, tout. Tu ne penses pas que cette dame, un jour, peut, pourquoi pas, atteindre le million?
OK? On va pas se limiter à cette petite façon d'entreprendre et au final, elle va faire ça toute sa vie. Mais lorsque nous, on va apporter une touche dans ce que on va donner l'exemple de ma grand-mère peut faire, elle peut faire grandir son business. Moi je veux qu'on s'arrête parce que vous venez de toucher le problème au bout du doigt. Vous dites, si vous lui apportez des microcrédits, si vous lui apportez du lobbying bancaire, Oui. si vous lui apportez de la subvention, Oui. mais pourquoi aujourd'hui, vous, Oui. qui avez fait des études en Europe, Oui. qui travaillez en Europe, là où toute la fortune du monde loge, Loge. là où toutes les grandes entreprises... Entre parenthèses. Okay. Là où toutes les grandes entreprises se trouvent. Pourquoi vous ne revenez pas avec ces gens-là, ces bailleurs de fonds-là, capables de mettre des banques en place pour financer les projets entrepreneuriaux, capables de mettre des microcrédits? Vous revenez encore, comme nous ici au pays, pour pleurer que le gouvernement subventionne. Pourquoi vous ne ramenez pas carrément ces entreprises-là? D'accord, ok. D'abord, je veux corriger cette partie. Non, on ne revient pas pour pleurer. On revient, je martèle dessus, on revient vraiment par amour, ok? Par amour de son pays, de la patrie, de mes frères. Mais pour aller demander que le gouvernement finance encore le jeune, subventionne le jeune. Je vous ai parlé du forum. On a eu un forum aujourd'hui au Pullman Hotel, ok? Ce forum a été subventionné par nous, par nos propres moyens, d'accord? Je pense que tous ceux qui nous suivent, pour ne pas faire la publicité, connaissent à peu près les prix pour avoir une salle, pour faire une réunion, pour réunir beaucoup de gens. C'est de l'argent. Lorsque je me déplace, je quitte mon pays. C'est des billets d'avion. C'est des billets d'avion, c'est des logements. Le gouvernement ne me subventionne pas. Le gouvernement ne me rembourse pas. OK? Je le fais par amour. Je dis que je travaille avec un groupe Ada Fox qui subventionne les jeunes qui ont des projets, ok? On les a ramenés. Ce groupe Adafox, c'est un groupe de Congolais entrepreneurs en Europe qui sont venus pour travailler. Et d'ailleurs, je lance un appel à ceux qui sont intéressés. Je laisserai mes coordonnées, mon adresse pour nous contacter. Donc, jusqu'à là, on n'a pas encore parlé du gouvernement. Le gouvernement n'a pas encore intervenu dans toute cette chaîne. Moi, je fais appel au gouvernement pour que le gouvernement ait un regard sur nos actions. Pas sur notre poche, sur nos actions. Lorsqu'ils auront un regard sur nos actions, ils vont comprendre que on se subventionne nous-mêmes pour être sur le terrain, pour apporter du savoir, de l'expertise. Et là, eux pourront intervenir en nous subventionnant pour réveiller les consciences aussi. Maintenant, les bailleurs de fonds qui sont dans les CAC 40, les grandes entreprises, aujourd'hui, tout se vend, tout se négocie. Lorsqu'on négocie avec un grand groupe, ils ont besoin de sécurité. Lorsqu'on parle de sécurité, on parle de la stabilité politique d'un pays. Et la stabilité politique d'un pays commence par le sommet. Et d'où quand le chef de l'État fait appel à nous, il nous demande de venir au pays, nous, on a besoin aussi de faire asseoir l'image du pays. D'où je me positionne comme ambassadeur. Lorsque moi, je suis ambassadeur, je ne suis pas que ambassadeur au Congo, je suis ambassadeur en France. C'est-à-dire que je ramène une image positive. L'émission que nous faisons est une image positive qu'on peut renvoyer à ces étrangers-là pour qu'ils puissent voir ce que l'on fait et puissent apporter leur soutien. Mais on doit attendre combien de temps ça a toujours existé, pour cette construction d'image positive? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pense que le Congo n'est pas suffisamment stable politiquement, suffisamment sécurisé pour que les entrepreneurs viennent? Parce que j'écoute cette chanson-là, ça va faire 20 ans. Ça va faire 20 ans, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas... en fait, nous, en tant que citoyens lambda, en tant que citoyens des bas-fonds, en tant que citoyens de la société civile, on n'a pas les mêmes alarmes que les entreprises, par exemple, du CAC 40. Eux, ils regardent la stabilité politique. Aujourd'hui, on peut parler... C'est à vous de le convaincre. On peut dire ce que l'on... Faites un lobby là-bas, parce que même le chef de l'État a axé toute sa politique étrangère autour de l'attraction d'investisseurs. On lui reproche d'ailleurs de voyager partout dans le monde, mais il n'y va que pour chercher ces investisseurs, qui définitivement ne viennent pas. Il est entouré on soutient totalement les actions du chef de l'État dans le but
de ramener les investisseurs. Et il est entouré aujourd'hui. Maintenant, nous, ces investisseurs-là, nous vivons avec eux tous les jours. Ouais. Nous connaissons leur réalité. Nous connaissons ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent apporter. Lorsque l'investisseur veut venir travailler avec nous ici au pays, il a besoin des garanties. Aucune banque ne te donne de l'argent s'il n'a pas de garantie. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, la garantie, c'est nous, en tant qu'humains, en tant que valeur humaine. C'est-à-dire que l'image dont nous parlons, aujourd'hui, nous avons encore, malheureusement, nous avons encore la guerre à l'Est. Nous avons encore des situations qui font peur. Or, c'est des situations, on peut dire aussi, qui sont des situations à double tranchant. Excusez-moi de rester un peu sur cet argument. Moi, je commence à ne plus être très d'accord. Parce que ce pays où les femmes sont violées, ce pays où la guerre fait 25 ans, ce pays où l'instabilité politique a plus de 30, 40 ans, c'est le même pays où viennent les Chinois investir. C'est le même pays où viennent les Libanais investir. Les Indo-Pakistanais, ils sont ici. C'est eux qui détiennent notre économie. Ils nous vendent tout et rien. Ils nous vendent depuis nos petites babouches jusqu'à nos foufous sur nos marmites. Jusqu'à quand les investisseurs européens nous regarderaient, de haut comme ça, pendant que les autres, ils viennent et ils ne meurent pas. Les Chinois font des fortunes ici. D'accord, très bien. Ça fait combien d'années que ces investisseurs, bon, je ne suis pas le journaliste, mais je me permets, mais ça fait à peu près combien d'années? Ça va faire plus d'une dizaine d'années moi, que nous avons les Chinois. L'ANAPI, qui est un organisme de promotion, nous annonce tout simplement qu'il y a encore 80% de taux de chômage au Congo, en RDC plus précisément. Parce qu'il y a beaucoup de l'informel. Des jeunes à 15, 24, 26, 27, 28, pour ne même pas citer la trentaine. Je suis d'accord. À peu près 83%. 83% de chômage, le taux de chômage. Il est énorme, il est élevé. On va dire, si en termes de proportion, on fait un calcul de proportion, on va dire plus de la moitié de la population est au chômage. Mais alors que quand je vous entends parler, vous me parlez, bon, on va pas se mettre à dos des investisseurs, mais il faut que nous fassions du win-win. Lorsque je deal avec vous, lorsque je fais un contrat avec vous, il faut que moi, je sois gagnant. Moi, ce que j'appelle un contrat win-win, c'est un contrat où il y a des solutions ressources humaines. C'est un contrat où moi, je peux gagner. C'est-à-dire que lorsque l'étranger vient dans le pays, le but n'est pas que nous puissions dépendre des étrangers. Le but est que nous puissions arriver à un niveau d'autonomie. D'où aujourd'hui notre démarche est justement qu'on ait nos propres enfants du pays qui sachent travailler, qui sachent investir, qui sachent apporter. On forme des investisseurs, on forme des futurs promoteurs. On revient sur l'exemple de la maman qui vend des arachides. Lorsqu'elle sera soutenue, lorsqu'elle arrivera à un niveau, elle sera une multinationale. Effectivement. Elle pourra donner du travail. Je suis d'accord. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est que les enfants du pays puissent travailler. Lorsqu'un Chinois, pour ne pas citer Chinois, Indo, Pakistanais, Libanais, veut investir au Congo, il est du devoir de nos gouvernements de veiller au fait que les Congolais puissent y trouver leur part. Cette autonomisation économique que vous prêchez aujourd'hui passera par quoi? Les financements à l'éducation, la bancarisation, parce qu'on va en venir à la question de la banque. Moi, je me pose la question, comment peut-on financer l'entrepreneuriat quand on n'a pas des banques commerciales appartenant aux nationaux? Mais je repose la question, cette autonomisation-là passera par quoi? Quel est le projet, je ne sais pas si ça doit être politique ou économique, qu'il faut mettre en place pour que demain, nous arrêtons d'attirer les investisseurs pour commencer à en fabriquer, à en créer des investisseurs? Est-ce qu'il faut l'éducation? Il faut les financements? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Ok, nous sommes en Afrique. En Afrique, malheureusement, aujourd'hui, tout est encore régé par la politique. Ok? C'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, mais on est encore à l'état primitif du développement tel qu'il est, tel qu'il se fait ailleurs. Mais on doit faire avec, c'est notre pays, on doit avancer avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir déjà à la tête de ce pays, à la tête de nos gouvernements, des gens qui ont une vision. Une vision pour la jeunesse, une vision pour l'éducation, une vision dans tous les domaines. Il n'y en a pas encore, ces gens-là? Il y a ces gens-là, mais est-ce que ceux qui sont en bas les mettent en pratique? D'accord?
on vient faire un appel. Puisque si on en est là, si on en est à parler de ça, c'est qu'il y a des choses qui ne se font pas encore. Et si ces choses-là ne se font pas encore, on a besoin, nous, d'apporter cette connaissance, cette expertise. Ou ne fût-ce que tout simplement ce qu'on est en train de faire, réveiller les consciences. OK? Et c'est par là que l'éveil des consciences, des projets mis en place, comme je vous ai parlé du forum qu'on a eu à faire. OK? Dans ce forum-là, on a fait venir des personnes qui ont quitté l'Europe pour travailler ici en tant qu'investisseurs. D'ailleurs, je salue au passage mon ami Jackie qui aujourd'hui est entrepreneur. Il a quitté l'Europe, il a tout abandonné. Il a employé plus de 25 personnes. 25 personnes travaillent dans l'activité qu'il a construit et produit. Et c'est ce genre d'entrepreneur dont on a besoin. Au lieu de faire des conférences, de dépenser en termes de billets, de logements et compagnie, pourquoi vous ne vous constituez pas en mutuelle, en petite organisation pour venir implanter des banques? J'ai comme l'impression qu'à l'extérieur, vous n'avez pas trop en conscience la réalité bancaire en RDC. Les prêts sont quasi impossibles. Et si jamais on vous prête, les conditions sont quasi difficiles. Si jamais on vous prête de l'argent, les taux d'intérêt sont inimaginables. Pourquoi est-ce que tout cet argent-là, vous ne les constituez pas pour venir demain mettre une banque commerciale concurrente pour pouvoir finalement demain prêter de l'argent à la grand-mère? Parce que c'est ça la réalité contrainte au-delà de toutes les conférences. Pourquoi la diaspora ne le fait pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la diaspora est quand même majoritaire dans l'entourage du chef de l'État. Pourquoi est-ce que 4 ans après, vous êtes encore dans la prédication de la bonne nouvelle? Vous devriez être acteur de cette bonne nouvelle, finalement. OK. Il y a dans la première question, il faut se dire la vérité. C'est très important parce que moi, j'aime encourager les actions de ceux que font les autres. Il faut se dire la vérité que le Congo était dans un état, je ne dirais pas catastrophique, mais c'était dans un état où il y avait besoin de construction déjà. La bancarisation, on va loin déjà en termes de bancarisation parce qu'aujourd'hui, la bancarisation passera déjà par beaucoup de choses. Il faut mettre en place des choses. C'est pas tout le monde à Kinshasa qui a un compte en banque. OK? C'est pas tout le monde à Kinshasa qui peut se permettre aujourd'hui de garantir avec... Aujourd'hui, la garantie à Kinshasa, c'est quoi? C'est avoir une maison. Lorsque je vais demander un prêt, il faut que... On te demande d'être propriétaire. Le banquier, que ça soit en Europe, en Afrique, dans n'importe quel pays, le banquier, c'est quelqu'un qui a besoin d'assurance. Effectivement. Et l'assurance passe par des gages. Et même j'aime bien, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, nous, à l'époque, Banque Lambert. C'est-à-dire que tu me prêtes ça, je t'embourse avec intérêt. Je t'embourse avec intérêt. Il y avait aussi ce... On avait l'habitude quand on était enfant, je te laisse mon ballon, tu me donnes quelque chose. Si je ne te ramène pas l'argent que tu m'as donné, tu prends le ballon. Donc, on était déjà dans ça. On laisse un gage. Voilà, des gages et tout. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin de sécuriser déjà en termes de politique sociale, en termes de politique d'éducation. Donc, tout revient à la politique. Non, pas. Quand on dit la politique, c'est pas... C'est les basiques. La politique, telle qu'on dit, c'est pas seulement diriger. On parle d'une philosophie de vie, en fait. Comment les gens doivent fonctionner, comment les gens doivent réfléchir. La finance est une éducation. Mais en Amérique, les enfants apprennent à gérer, à être éduqués financièrement de leur bas âge. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de carte bleue, on parle de banque, on parle de crédit, on peut encore fonctionner, mais avec l'évolution de notre pays. C'est-à-dire lorsqu'on parle de microcrédit, lorsqu'on parle de ristourne, lorsqu'on parle de ce que vous appelez communément l'ikelemba, lorsque ce que les mamans au marché font, c'est-à-dire moi j'ai un fonds de commerce, je donne ça. La question est comment on organise tout ça? Comment on donne un cadre à tout ça avant d'arriver à la bancarisation? C'est pour ça que je dis on est encore à l'état primitif du développement. Mais il faut qu'on soit conscient du fait que là où on peut arriver plus haut. Parce que ce que vous dites là, c'est très intéressant, c'est une matière intellectuelle très importante. Mais est-ce que vous arrivez, par exemple, à conseiller les politiques
ou soit vous dites, nous, on se tient très loin de la politique parce que ça ne nous intéresse pas, et puis on va laisser les politiques se démerder eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, comment faire de la politique sociale publique quand on a 83% de gens qui travaillent pas? Il est impossible de dépenser retraite, il est impossible de dépenser subventions publiques, il est impossible de... Effectivement, il est impossible. Mais est-ce que vous arrivez à conseiller les politiciens? Parce qu'il y en a d'entre vous qui viennent s'engager. Après, il faut pas généraliser. On parle de la diaspora comme si on parlait d'un pays. Faut pas généraliser la diaspora. Vous êtes des millions là-bas. On est des millions. Vous êtes quasiment on est des millions dans la diaspora dont moi je suis le représentant. J'ai juste envie de dire qu'il y a la diaspora qui peut être consciente et celle qui peut ne pas l'être, comme dans toutes les sociétés. Je suis d'accord. Donc ça veut dire que lorsqu'on se présente comme diaspora, le fait même d'endosser le rôle de diaspora, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu nous apportes? Ok? Oui, tu viens de l'Europe. Oui, l'Europe, c'est l'Eldorado. Mais lorsque tu fais le déplacement, quel est ton apport? J'entends souvent, moi, personnellement, j'aime pas ce mot, lorsque j'ai mes collègues de la diaspora qui me disent, je vais en vacances à Kinshasa, je vais au Palm Beach, je vais Non. Nous, en tant que membres de la diaspora, nous ne pouvons pas considérer le Congo comme un lieu de vacances. C'est un lieu de travail. Ça, c'est ma conscience. Mais je ne suis pas garant de la conscience des autres. Ça, c'est ma conscience que le Congo est un lieu de travail. Lorsqu'on vient, c'est pour y apporter un plus. Donc, par rapport à toutes les questions que vous me posez, j'ai juste envie de dire quelque chose. On est là, on est à la... Si je suis venu à la télé, c'est pour une seule raison. Attirer le regard, déjà, de notre gouvernement, de savoir qu'il y a des jeunes qui ont entendu l'appel du chef de l'État et qui viennent sur place et qui font des actions. Parce que venir faire des actions, c'est deux choses différentes. J'aurais pu venir incognito. Je dépense de l'argent, je mange. Il y a ce que vous appelez le poulet maillot. Je passe des très belles journées. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important lorsque je viens, c'est pour apporter quelque chose. C'est-à-dire, on est venu, on a organisé un forum, on s'est battu, on a confronté les idées, confronté les générations. Savoir pourquoi la jeunesse rêve de l'Europe. Faire comprendre à la jeunesse que l'Europe n'est pas l'Eldorado. L'Europe, c'est du travail. Faire comprendre à la jeunesse de l'Europe que l'Afrique est un vaste continent où on peut apporter encore des choses. Donc, pour moi, la solution ne passe pas forcément par le gouvernement ou par des subventions, mais la solution passe par l'entrepreneuriat pour produire du travail. Et cette productivité-là de l'entrepreneuriat, lorsque les gens seront conscients partout où ils sont, à produire des choses, à fabriquer des choses, à avancer dans leur entrepreneuriat, ça formera déjà une force qui n'existe pas encore. Vous avez parlé de 84% de taux de chômage, mais moi j'ai juste envie de vous dire, la première fois que j'ai ouvert une société, j'avais l'âge de 18 ans. 18 ans. C'était l'âge où j'ai ouvert ma première société en Europe. D'événements, de production. J'étais tout seul, mais c'est la mairie qui m'a aidé à le faire. La mairie, aujourd'hui, c'est l'hôtel de ville. Donc, je suis allé à l'hôtel de ville. J'ai toqué. Bonjour, je m'appelle Monsieur Yannick Azongo. Voilà ce que j'ai envie de faire. La mairie m'a aidé. Et on veut que aujourd'hui au Congo, lorsque vous avez une chaîne comme celle-là, lorsque vous avez un projet, lorsque vous êtes caméraman, lorsque vous êtes taximan, lorsque vous êtes coiffeur, vous voulez ouvrir un salon, vous avez un projet, que vous soyez capable de toquer dans une porte et qu'on vous ouvre les portes. Et c'est ça qu'on vient de dire au gouvernement. Faites-nous confiance, mettons la main ensemble pour qu'on puisse avancer en fait. On est malheureusement en train d'arriver à la fin de cette émission. Il nous reste vraiment 5 minutes. 40 minutes à la télévision, ça va très vite alors qu'on a un très bel échange. Je vous pose peut-être la dernière question. Aujourd'hui, ce travail que vous faites est un travail louable. Mais l'image du politique dans mon pays est aussi ternie, comme vous ne le pensez pas. Que faut-il faire aujourd'hui pour que les jeunes ou encore les vieux, tout le monde qui entreprend, comprennent également que le gouvernement fait des efforts dans ce sens. Par exemple, aujourd'hui, il existe un ministère de l'entrepreneuriat que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il existe aujourd'hui un fonds destiné à soutenir les entrepreneurs que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quel est le travail que vous faites exactement à ce niveau-là? Parce que moi, je vais vous dire une petite confidence. Ces politiques-là,
ne veulent pas venir non plus vers nous, par exemple, qui sommes ceux qui informent le grand peuple, pour nous permettre de dire aux gens que voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, par exemple, pour bénéficier de fonds de FOGEC ou du ministère de l'Entrepreneuriat. Vous, qu'est-ce que vous faites exactement à ce niveau-là? Ok, d'abord moi, je me tourne vers la caméra, je lance un appel au ministère de l'Entrepreneuriat, à la personne de Monsieur Eustache et au ministère de l'Économie, à tous les ministères qui ont pour charge le développement déjà de la jeunesse dans un premier temps. Je lance un appel. Et cet appel, je le lance pas dans un but opportun où je me positionne comme opportuniste. Non, je lance cet appel justement pour que on puisse avoir un regard. Le regard, c'est très important. On peut pas être dans cette situation apolitique. Je reviens sur ce que j'ai dit auparavant, que la politique en Afrique régit énormément de choses. Contrairement aux autres pays peut-être développés où les auto-entrepreneurs ont leur ligne conductrice. Ils peuvent se développer d'eux-mêmes, tout seuls. Aujourd'hui, la politique joue un rôle dans tout ça. Rocard a dit, si tu t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Elle s'occupera de toi. Donc malheureusement, on se retrouve encore confronté à passer par des politiques pour débloquer certaines choses, certains fonds, ou faire voter certaines lois pour qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité. J'aime bien ce que vous avez dit par rapport au fonds, que vous avez appelé le fonds FOGEC. Le FOGEC, qui est un fonds à qui tous les jeunes y ont accès pour tout simplement être soutenus dans leurs projets. Voilà pourquoi ce travail de communication que nous faisons dans un premier temps, voilà pourquoi ce travail de fond, d'émission, d'assemblée, ce travail où on se réunit en forum, en conférence, on fait venir des jeunes de partout, de France, d'Europe, de Belgique, d'Amérique. Ce travail-là a pour seul but d'attirer l'attention d'abord, en premier lieu, des personnes qui nous gouvernent. Des dirigeants. Des dirigeants. En deuxième lieu, des jeunes eux-mêmes. Leur faire comprendre que aujourd'hui, avec Internet, il y a des jeunes dans les autres pays qui deviennent des milliardaires. Des milliardaires. Il a une idée, il fait des commandes, il vend par là, par-ci. Il devient milliardaire parce qu'il poste une vidéo, il fait des choses. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre que non, dans la vie, en Afrique, pour réussir, il faut pas seulement être avocat, faut pas seulement être médecin, parce que moi, je sais qu'en grandissant, c'est les stéréotypes qu'on nous a appris. Il faut être avocat, il faut être médecin, aujourd'hui, faire du droit, il faut être politique et tout. Non. Aujourd'hui, même en étant cireur de chaussures, tu peux devenir quelqu'un. Ceux qui ont inventé des sociétés comme les McDonald's, ce genre de sociétés, ils avaient une idée, une ambition, on les a soutenus. Les Gucci, c'est pas des avocats. C'est pareil, c'est des gens normaux, des gens lambda de la société civile. Donc nous, on veut que justement, que les gens n'aient pas un frein, qu'ils aient pas un frein dans leur manière de réfléchir. Mais vous voulez ça en même temps, vous-même, vous êtes très proche de la politique. Aujourd'hui, vous êtes membre de la génération Fati. On va vraiment chiter par là. J'ai comme l'impression que, comme qu'il tout se passe cache par, quelque chose. Oui, comme tout passe par la politique, vous allez finir par être candidat député. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? C'est vraiment la dernière question. Écoutez, moi, j'ai mal comme enfant du pays, j'ai mal quand je me promène dans les rues, j'ai mal. Hein, encore, je salue ma petite sœur Béatrice Kazongo qui m'a accompagné aujourd'hui. Lorsqu'on se promenait dans les rues, j'ai mal de ce que je vois autour de moi. Je vois vraiment de la misère, beaucoup de choses. Et je sais que c'est pas seulement dans des simples actions que je peux arriver à faire basculer les choses. Pourquoi pas si aujourd'hui je pouvais me positionner en politique, pas comme opportuniste, même comme quelqu'un qui peut apporter un nouveau vent, apporter des nouvelles choses, apporter une nouvelle expertise. Donc oui, aujourd'hui, la politique aussi fait partie de ces ambitions qui peut nous aider à avancer, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut espérer. Et le nom de l'émission, c'est l'heure des questions. L'heure des questions. Donc on peut espérer un autre retour à l'heure des questions. Cette fois-là, comme candidat député. On peut espérer à tout. Rien n'est impossible. Tout est ouvert. On est enfant du pays. Ce pays nous appartient. Hein, ce pays nous a vu naître et on revendique aussi cette volonté d'apporter le soutien. Et d'ailleurs,
pour chuter aussi, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Je tiens à remercier au patron de la chaîne qui est le pasteur Moïse Mbilé, que je salue, qui lui aussi connaît très bien la diaspora. On se connaît assez bien en termes de diaspora, de tout ce qu'on a pu faire là-bas. Et je salue votre courage. Merci. De nous avoir accueillis, d'avoir été le haut-parleur qui nous permet de passer un message. Je salue aussi le groupe Adafox qui a permis que je puisse venir ici. Je salue aussi ma société Virtual Consulting. Et je voulais juste que les personnes qui sont intéressées par ce que l'on fait puissent nous contacter sur virtualconsulting@yahoo.com pour des mails. Sinon, on peut nous retrouver aussi sur Instagram, sur alloyaya-6. J'espère que vous allez le mettre. Alloyaya-6 découverte. Vous tapez Alloyaya-6 découverte. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse mener les actions. Et j'annonce prochainement qu'on aura un très grand forum, une très grande conférence avec des jeunes, avec des politiques. On va confronter les idées. D'ailleurs, que je vous invite officiellement. Merci beaucoup, on sera là et merci à vous d'être passé. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était les 40 minutes très utiles. Cette émission est arrivée à la fin, comme d'habitude. Il y avait un invité et il répondait à mes questions. J'ai toujours le plaisir. Je vais vous retrouver sans doute prochainement, mais je voulais, avant qu'on se quitte, de placer un mot, comme on se soutient entre jeunes, autour d'une activité culturelle qu'un ami organise, Glody Mbanguissa, je crois que c'est le festival Nzawe, où sera exposée la culture Mbouza. Il est important aussi en tant que Congolais de se connaître culturellement, donc on a plusieurs tribus, plusieurs ethnies. Il faut qu'on se connaisse. Force à vous, j'espère que vous allez arriver au bout de votre organisation. C'était l'heure des questions, on a parlé économie, on a parlé entrepreneuriat avec messieurs Yannick Kazongo qui nous vient de l'Europe, l'apport de la diaspora et le regard de la jeunesse dans le fonctionnement des institutions. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais probablement avec un invité politique parce que l'actualité politique déborde. Entre-temps, mais zappez pas Siloé Télévision et que Dieu vous bénisse.